Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Honore ses trésors. On se consacre aujourd'hui aux espaces fortifiés du Nord-Pas-de-Calais et plus précisément aux citadelles Vauban. On est juste devant celle d'Arras avec cette fameuse porte royale. C'est la seule de la région à être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles sont 12 en France et on va découvrir pourquoi elle a été créée et voulue notamment par Louis XIV. On va découvrir ces bâtiments et ce qu'elle renferme ici et ce qu'on peut y faire aujourd'hui. Vauban a donc imaginé cette citadelle d'Arras au XVIIe siècle de A à Z. Il a commencé sa conception en 768. Nous sommes avec le conseiller municipal délégué au patrimoine, M. Mullard. Pourquoi Vauban a décidé de créer cette citadelle de A à Z ici à Arras? Alors, il faut reprendre, si vous voulez, un peu toute la logique de la défense du territoire de la France, bien sûr, à l'époque de Louis XIV. Et donc, évidemment, les invasions, elles passent essentiellement par le nord, bien entendu. Et donc, l'idée, c'est de créer ce que Vauban a appelé un pré-carré, donc 2 lignes de fortification complétées avec un certain nombre de citadelles. Une première ligne de fortification qui partait quasiment de Dunkerque, qui passait par Lille et qui descendait vers le Quesnoy à Maubeuge. Et une deuxième ligne de fortification, encore pour renforcer d'une certaine manière, qui partait de Gravelines, qui passait par Saint-Omer, Arras, et puis qui descendait après Cambrai et vers l'Avesnois. Alors ce qui est intéressant dans la citadelle d'Arras, c'est qu'elle n'a jamais servi d'une certaine manière, en tout cas, elle n'a jamais été assiégée. C'est son surnom, la belle inutile. Absolument, voilà. Alors de ce fait-là, les bâtiments, évidemment, sont nickel. Enfin, nickel, bien sûr, il y a quand même eu des bombardements, notamment durant la Première Guerre mondiale, relatifs. Mais, vous voyez, globalement, les bâtiments sont d'époque, et en particulier cette chapelle. Alors on va y rentrer justement dans cette chapelle qui est un lieu iconique de cette citadelle d'Arras. On va y aller pour la découvrir tout de suite. Voilà. Donc on est donc dans cette fameuse chapelle de la citadelle d'Arras. En quoi c'est un lieu symbolique? D'une certaine manière, on peut d'ailleurs dire que c'est la plus ancienne église de la ville d'Arras. Parce que malheureusement, toutes les églises et la cathédrale d'Arras ont été bombardées et détruites durant la Première Guerre mondiale. Tandis que cette chapelle, elle a été présagée, même s'il y a pu avoir quelques petites dégradations. Et vous voyez, donc c'est important. Et puis en même temps, c'est le dernier élément qui a été construit à l'époque de Vauban. Et c'est un lieu aussi de mémoire pour les soldats, lieu de mémoire extrêmement important, effectivement, du régiment de génie, puisque vous voyez l'impressionnant nombre de soldats qui sont tués durant, en particulier, la Première Guerre mondiale. Qui sont gravés tout autour, effectivement, des murs de cette très belle chapelle. Et ce qui fait aussi, on va dire en même temps, le charme de cette chapelle, c'est bien sûr la toiture. Il y a eu effectivement un certain nombre de régiments qui se sont succédés jusqu'en 2009, date à laquelle, donc, c'était au moment de la loi sur, justement, comment dire, tout ce qui concernait l'armée, le service militaire, et puis la démilitarisation d'un certain nombre en particulier de citadelles. Et donc, à ce moment-là, eh bien, cette citadelle, l'État l'a confiée ici à la collectivité, et c'est la communauté urbaine, bien sûr, qui en a en charge aujourd'hui. On vient de parler du passé militaire dans la chapelle. Le passé militaire, c'est aussi cet endroit assez tragique avec ce poteau d'exécution lors de la Seconde Guerre mondiale. 218 personnes ont été exécutées par les nazis ici. Absolument. Absolument. C'était des gens qui travaillaient essentiellement dans le bassin minier. Il y avait beaucoup de mineurs, d'ailleurs. Il y avait beaucoup aussi de gens qui appartenaient au Parti communiste français. On peut le voir, d'ailleurs, à travers les plaques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est symbolique, c'est bien sûr ce poteau d'exécution qui est forcément tout à fait émouvant. L'ensemble de ces 218 plaques qui sont réparties dans les douves, on peut dire, de la citadelle d'Arras, bien sûr. Et puis il faut savoir aussi que ces gens ont été condamnés, c'est quand même aussi assez symbolique et pour nous émouvant, pour la ville d'Arras, c'est qu'ils ont été condamnés dans la salle du conseil municipal de la ville qui servait de tribunal militaire nazi durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est assez marquant, c'est quand on lit toutes ces plaques qu'on voit ici, c'est qu'on voit beaucoup de villes de la région, Brûlant-en-Artois, on voit Boulogne-sur-Mer, on voit Avion, on voit Arnes, on voit beaucoup de gens. C'est une vraie histoire de la région et du passé de la Seconde Guerre mondiale ici. Absolument, c'est pas seulement les murs des fusillés, on va dire des Arageois ou des habitants vraiment proches d'Arras, c'est vraiment un mémorial régional, un des plus importants. Alors ici, la citadelle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Elle fait partie du réseau des 12 sites Vauban qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la seule de la région. Oui, c'est très important pour le site d'Arras d'avoir cette reconnaissance. Évidemment, oui. Alors nous avions déjà le Beffroi qui était inscrit au patrimoine mondial en 2005, et puis nous avons eu la citadelle en 2008. Et puis d'ailleurs, on a aussi un troisième site, vous voyez, on a de la chance, c'est celui du mémorial britannique qui est juste à l'entrée de la citadelle, ce qu'on appelle le mémorial du faubourg d'Amiens. 350 ans d'existence et d'histoire ici à la citadelle d'Arras. On va aller découvrir comment elle aussi elle a évolué avec des plans reliefs qui sont cachés dans la citadelle. On va aller les voir tout de suite. Alors on est de retour sous cette porte royale avec la salle des familles justement, où toute l'histoire de la citadelle est racontée et contée. On va aller voir aussi comment elle était à l'origine voulue par Louis XIV et sous la conception de Vauban, avec ce plan relief qu'on a de la citadelle d'Arras conçu en 1668 par Vauban. C'est assez impressionnant, il y a eu beaucoup de changements majeurs j'imagine depuis presque 400 ans. Oui, bien sûr, parce que là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit l'ensemble des douves et de tous les systèmes qui permettaient de retarder l'ennemi, avec ces fameuses demi-lunes, vous voyez. Alors évidemment, la majorité de tout cela n'existe plus, puisque bon, il y a eu par exemple des constructions qui ont pu être faites, il y a une partie des douves qui n'ont plus été occupées, vous voyez. Par contre, le cœur de la citadelle en elle-même, évidemment, est toujours le même, hein, mis à part qu'il manque un bastion qui a dû être démoli. Mais les bâtiments, vous les voyez, on revoit l'arsenal, on revoit la chapelle, on revoit la porte royale. Voilà, ça nous donne une très belle idée. Et aujourd'hui, elle est contée, cette histoire, à travers toute cette salle de famille, avec beaucoup d'écrits. Il y a une vocation un peu pédagogique, évidemment, pour nous expliquer, bon voilà, alors là, on voit un plan de la ville d'Arras avant la construction de la citadelle, et on voit que, à l'endroit où il y a la citadelle aujourd'hui, vous voyez, il n'y a rien, ce sont des marécages avec des petites rivières. Et c'est pour ça d'ailleurs que la citadelle a été implantée là, parce que c'était l'idéal pour l'approvisionnement en eau. Alors vous voyez l'évolution au fur et à mesure, alors là, on voit d'ailleurs à l'époque le système donc, de défense autour de la citadelle est extrêmement important. Vous voyez, on fait des aménagements qui amènent, voilà, on peut dire là, on est dans la dernière période, vous voyez, à ce qui a été rajouté comme bâtiment. Vous voyez, les bâtiments qui ont été, en gros, les bâtiments orange sont tous des bâtiments ajoutés par rapport au plan initial de la citadelle Vauban. Et voici la citadelle donc en 2009, quand elle a été démilitarisée. Aujourd'hui, la citadelle est un véritable lieu de vie pour tous les Aragois et les gens de la région, avec de nombreux événements que l'on va continuer de découvrir dans ce numéro d'Honore ses trésors. Donc une autre partie de la citadelle d'Arras, ici, il faut s'imaginer que c'est une loge d'artistes pour le Main Square Festival. La scène est juste derrière, on peut aussi aller la voir. Alors bien sûr, il n'y a pas la scène pour le moment, mais c'est sur la place d'Armes qui est la scène principale. Aujourd'hui, avoir le Main Square, un festival où il y a 55 000 personnes par jour, c'est compliqué dans un site classé à l'UNESCO ? Oui, c'est forcément compliqué, sachant que, vous vous doutez bien qu'il y a des contraintes qui sont liées, bien sûr, à ce bâtiment donc, qui, effectivement, est la seule citadelle de la région à être inscrite au patrimoine mondial. Donc, bien entendu, il faut faire attention. Alors ici, on a la chance, malgré tout, c'est que dans cette partie-ci, comme c'est la partie qui est encore à restaurer, c'est plus facile, si vous voulez, de trouver des aménagements, en particulier pour les loges d'artistes, voilà, qui sont ici, à l'intérieur de cet arsenal. Parce que justement, on est dans l'arsenal ici. Aujourd'hui, la citadelle vit et est appropriée par beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de choses. Il y a des entreprises, des logements aussi qui s'y trouvent. Il y a de l'éco-pâturage avec des chèvres, il y a de l'acrobranche. C'est une citadelle qui vit avec son temps aujourd'hui. Absolument. C'est-à-dire que, alors c'est assez amusant parce que c'est vrai qu'on l'a appelée la benne inutile, mais alors aujourd'hui, elle n'est pas inutile du tout, compte tenu de la variété des activités que l'on peut y réaliser. Il y a aussi une fromagerie. Oui, aussi, ça, il y a déjà longtemps aussi. Et puis vous avez les chèvres qui vous accueillent à l'entrée de la porte royale. Donc vous voyez, oui, c'est une citadelle qui vit, les gens s'y promènent, les familles, les gens font du jogging, vous voyez, c'est devenu un quartier de la ville. Et puis il y a d'autres lieux aussi un petit peu insolites, avec notamment un data center qui se cache pas très loin d'ici, à côté de l'arsenal. On va aller le voir tout de suite. Alors l'aspect de la citadelle aussi aujourd'hui, c'est ces data centers qui sont présents au cœur de la citadelle, dans cette ancienne poudrière qui était utilisée auparavant. Ça fait une dizaine d'années maintenant que ce data center est installé. Cédric Saint-Jean, vous êtes l'un des directeurs qui gère ce data center. Comment ça fonctionne ici ?
Alors ça fonctionne presque tout seul, c'est-à-dire qu'en fait là, on n'a pas besoin d'avoir des salariés présents. On héberge ici en fait des entreprises, des associations, avec des données d'entreprise, des données médicales aussi. Et avoir un data center dans un lieu historique comme celui de la citadelle d'Arras, classé à l'UNESCO, c'est assez particulier quand même d'avoir cet énorme engin. Alors c'est une opportunité lorsqu'il y a eu la démilitarisation de la citadelle. On avait déjà un data center de l'autre côté, il nous en fallait un deuxième. Il y a eu la possibilité de se mettre ici et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet-là. Et il y a bien d'autres événements ici sur la citadelle d'Arras, comme le spectacle Vauban, la citadelle, qui a lieu chaque mois d'août de chaque année. On se plonge dans le XVIIe siècle et l'ambiance de l'époque. Et évidemment, c'est un véritable lieu de vie contemporain aujourd'hui pour tous les Arageois et les gens de la région qui peuvent se balader autour de l'étoile, sur les remparts aussi, venir faire du vélo ou tout simplement courir. Et on va continuer à découvrir les citadelles de la région et on part direction Lille cette fois. La reine des citadelles, c'est le surnom donné par Vauban à cette enceinte ici dans la capitale des Flandres. L'île a été reprise en 1667 par Louis XIV à la monarchie espagnole. Et ensuite s'est érigée cette enceinte, la citadelle de Lille, qu'on connaît aujourd'hui. On peut se balader autour, mais on ne peut pas la visiter à l'intérieur car c'est encore un corps militaire qui y habite, le corps de réaction rapide France. 450 militaires sont aujourd'hui à l'intérieur, mais ils ont ouvert les portes au mois de juin dernier. On y était et peut-être que d'autres portes ouvertes auront lieu prochainement. Reportage avec Jean Duquesne. Est-ce que vous êtes plutôt combat à l'épée, arme à feu ou du genre à préférer les véhicules de guerre? Certains visiteurs venus pour séjourner portes ouvertes à la citadelle de Lille se sont mis quelques minutes dans la peau d'un militaire. J'ai 2 points de vue avec des jeux de lumière, donc ce que j'ai compris c'est qu'on me voyait aussi de l'autre côté. Mais ça va, il y a une bonne visibilité, à part du coup sur la partie droite, mais je suppose qu'il doit bien avoir un écran quelque part. Moi je me verrais bien conduire si on montrait, il y a un levier de vitesse, visiblement c'est une automatique, donc même pas peur. À quelques mètres de ces 2 véhicules, Paul, 14 ans, se teste au tir. Le résultat est assez concluant. Moi ça a été, j'en ai fait tomber une et voilà. Mais débutant. On sent bien la sensation, un peu d'adrénaline quand on tire. En tout, une dizaine de stands et d'activités sont proposés. Ces portes ouvertes sont une première depuis l'arrivée du corps de réaction rapide France dans la reine des citadelles il y a 20 ans. Ça permet de découvrir la citadelle en tant que bâtiment, d'une part. D'autre part, ça permet de présenter ce qu'on fait. Et puis, j'allais dire surtout, ça permet aux Lillois de passer une bonne journée dans un endroit où ils vont jamais, puisque d'habitude c'est fermé. Le corps de réaction rapide français n'exclut pas d'organiser de nouvelles portes ouvertes dans les années qui arrivent. Vauban est donc à l'origine de nombreuses fortifications dans la région, qu'elles soient complètes ou partielles. C'est le cas ici au Quesnoy, car Vauban a renforcé la structure dès 1668. On est avec la maire du Quesnoy, Marie-Sophie Laine. Vous êtes aussi présidente de l'association des espaces fortifiés des Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors ici au Quesnoy, sur quoi on est? Sur quel espace on peut retrouver juste derrière nous? Alors vous êtes au Bastion Vert, qui est un bastion effectivement qui a été érigé par Vauban au XVIIe siècle et au cœur aussi d'une base de loisirs que je vous invite à découvrir. Aujourd'hui, quel héritage on retrouve au Quesnoy de la construction, plutôt du renfort qu'a apporté Vauban au XVIIe siècle? Alors on retrouve ici l'intégralité en fait des fortifications érigées au XVIIe par Vauban. C'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de ce site fortifié qui lui vaut d'être candidat à l'UNESCO et je pense avec de bonnes chances à l'avenir d'être intégré dans le réseau. En fait, Vauban a fait à peu près 12 km de murailles. Les remparts existaient avant lui, mais il les a complètement remaniés au XVIIe et on essaye d'en prendre soin. Vous avez des hauteurs de murailles, il y a vraiment des endroits absolument fabuleux où vous avez 15 mètres de murailles qui vous entourent. C'est majestueux et en fait c'est une œuvre sans pareil. On a vraiment la chance d'avoir cette intégrité et cette authenticité, les étangs aussi qui ont été creusés à l'époque. Ça fait de nous un site classable à l'UNESCO parce que ça ne serait pas le cas s'il n'y avait pas cette intégrité. Aujourd'hui, la ville vit autour de cette étoile, dans cette étoile qu'on peut voir depuis des vues satellites, des photos satellites. Absolument. Quand on regarde le Quesnoy vu d'en haut, c'est absolument fabuleux. Et on est au cœur. En fait, ces remparts entourent une ville enclose à peu près de 5000 habitants qui ne peut pas trop s'étendre. La défense de l'époque, le système en eau, le système hydraulique qui entourait les remparts est devenu aujourd'hui un lieu de villégiature, un lieu de vie exceptionnel. Et ici, vraiment, on a beaucoup de touristes. Vous
savez, on est petite cité de caractère, on est site patrimonial remarquable et on essaie de concilier cette richesse patrimoniale extraordinaire. Hein. Dans le Nord, je crois qu'on est vraiment un site extraordinaire avec la dimension touristique. Alors il y a une dimension évidemment militaire, il y a une dimension militaire qui s'est aussi jouée lors de la Première Guerre mondiale avec une histoire des Néo-Zélandais. La citadelle a survécu sur plusieurs siècles au niveau militaire. Alors c'est la deuxième spécificité de la ville, on va dire, c'est la deuxième richesse et c'est lié à l'existence des remparts puisque à l'époque, en 1918, les Néo-Zélandais qui ont été autorisés par le Commonwealth à libérer seuls la ville qui était occupée et ils l'ont fait de manière plutôt romantique puisqu'ils ont grimpé avec une immense échelle à un endroit des remparts où ils s'étaient postés au petit matin et ils ont eu raison des troupes allemandes en jouant plutôt la subtilité plutôt qu'en utilisant l'artillerie qui aurait pu faire des gros dégâts. Donc c'était déjà des défenseurs du patrimoine et on leur en est vraiment très reconnaissant. Alors c'est vrai qu'à l'époque ils ont été accueillis comme des héros. Le président de la République est passé aussi sur le territoire pour les saluer quelques jours après et plus d'un siècle après on les célèbre et ils ont érigé un musée qui a été inauguré il y a à peine 2 ans, fait que de dons de donateurs néo-zélandais. C'est dire, vous voyez, si la richesse du lien d'amitié est très forte et qui sont encore très présents aujourd'hui. Alors vous avez parlé des défenseurs évidemment du patrimoine. Vous êtes la présidente de l'association des espaces fortifiés des Hauts-de-France. Quelle est la mission? Vous comptez plus d'une vingtaine de sites dans la région. Quelle est votre mission pour cette association? C'est tout simplement de donner à connaître ces sites de tout premier plan qui nous sont légués par l'histoire et qui sont souvent des musées à ciel ouvert. Faire connaître le patrimoine, l'animer. On fait des conférences, de la culture à ciel ouvert. Des visites guidées, beaucoup à l'occasion des journées des villes fortifiées. C'est un magnifique patrimoine. Par contre, c'est absolument énormissime à entretenir. Et malheureusement, les dotations que nous donne l'État pour vivre ne prennent pas du tout en compte ce patrimoine. Aujourd'hui, une ville qui veut rejoindre votre association avec une fortification, comment elle doit faire? Elle vient sur notre site, elle nous appelle. Il y a une petite cotisation assez modique. Et puis, non, on est très accueillants. La citadelle de Lille ne fait pas partie aujourd'hui de l'association. Est-ce que vous l'expliquez? Comment vous l'expliquez? C'est historique. Alors, moi, je préside l'association depuis une dizaine d'années. C'est vrai que Lille n'avait pas souhaité adhérer à cette association. Peut-être parce qu'elle ne voit pas l'intérêt supplémentaire par rapport à une structure qui est certes modeste, mais peut-être par rapport à la structure touristique, à l'office de tourisme de Lille, etc. Peut-être qu'elle n'en voyait pas l'intérêt. Mais peut-être que je vais aller retaper à la porte du maire de Lille, vous m'y faites penser, parce que ce serait bien qu'ils viennent nous apporter aussi tout leur savoir-faire et leur force d'entraînement. On verra si Lille donc fera partie de cette association. Un dernier point aussi, avec déjà les dates des espaces fortifiés, de la journée des espaces fortifiés, ça se passera du 24 au 26 avril 2026. C'est un moment important pour votre association et pour tous les espaces fortifiés de la région. En quoi ça consiste? En fait, c'est le moment de l'année pour notre réseau. Ça consiste à voir tous le même jour, le même week-end plus exactement, des actions de promotion, d'animation et de pouvoir communiquer aux médias, à la presse, en valorisant à chaque fois ce patrimoine qu'il faut absolument redécouvrir. Il vous entoure, il vous protège vraiment et c'est une sensation assez intéressante et originale finalement. Et donc il faut donner à connaître ce patrimoine aux plus jeunes générations et puis à tous bien sûr. Merci beaucoup Marie-Sophie Laine pour votre temps et évidemment si vous avez encore envie de découvrir ce patrimoine, ça se passe aussi au Palais des Beaux-Arts à Lille où vous pourrez voir de très nombreuses citadelles en un seul lieu et on vous y emmène tout de suite avec Emmanuel Calafiore. En effet Théo, nous voici maintenant au Palais des Beaux-Arts de Lille où sont conservés 14 plans reliefs. Je suis avec Juliette Singer, bonjour. Bonjour. La directrice donc, du Palais des Beaux-Arts. Depuis quand le Palais des Beaux-Arts conserve les plans reliefs et pourquoi c'est le Palais qui les conserve ? Alors actuellement, vous voyez une présentation qui date de 2019 où vraiment la présentation a été refaite, remise à l'honneur. Mais en fait, ces plans reliefs sont arrivés dès les années 80 grâce à vraiment la volonté de Pierre Mauroy qui était ministre à l'époque. Ces plans reliefs, quand on les regarde, on se dit bon, c'est très bien pour comprendre les villes d'antan. Mais à quoi ils servaient ? C'était
géographique où il y avait d'autres sens? Alors c'était vraiment un outil stratégique. C'est vraiment créé lorsque les villes espagnoles sont accordées à Louis XIV grâce au traité d'Aix-la-Chapelle. Du coup, ces villes fortifiées par Vauban doivent être étudiées et donc le ministre de la guerre de Louis XIV lui conseille de faire construire tous ces plans reliefs afin d'étudier la manière dont on va les garder, comment ça se passe et les conserver. Nous sommes devant le plan relief de la ville de Lille avec la fameuse citadelle. Quelle est l'histoire particulière du plan de la capitale des Flandres? Alors c'est vraiment une belle histoire. Déjà ce plan relief, il a été construit vers 1740 à Lille. Ensuite il est tout de suite envoyé à Versailles, donc chez le roi. Après c'est une prise de guerre en 1815. Les Prussiens le prennent, donc ça devient vraiment un trophée. C'est envoyé à Berlin avec d'autres maquettes. Et puis en fait ce plan relief est le seul qui sera en assez bon état pour ensuite en 1948 revenir en France. Ensuite, du coup, dans les années 80, Pierre Mauroy souhaite les faire venir à Lille. Il y a une présentation qui est faite à partir de 1997, où la présentation est refaite avec Ibos et Vittard. Et puis voilà, je vous disais, en 2019, tout a été de nouveau restauré et présenté au public. Ce plan relief, pour prendre en exemple celui de Lille, comment est-ce qu'il est construit, conçu ? Alors déjà, il faut bien avoir en tête que chaque plan relief prend à peu près 4 ans pour être construit et il y a à peu près une dizaine d'intervenants qui vont travailler dessus. Les ingénieurs topographes qui vont aller dans la campagne prendre les mesures, faire des dessins, enfin voilà. Ensuite, eh bien, ça va être construit, il y a des menuisiers, il y a des peintres, il y a vraiment des modeleurs qui vont travailler et alors ça va être construit avec une base en bois sur plusieurs strates. Les petites maisons sont vraiment des cubes de bois. Il va y avoir des petits décors peints sur du papier, peints et gravés, qu'on va coller sur ces maisons. Il va y avoir aussi du tissu, de la soie. Les petits arbres que vous voyez, en fait, c'est une tige de métal avec de la soie très délicate posée. Voilà. Et puis, eh bien, il y a de la peinture. Enfin, vous voyez, toutes les finitions sont extrêmement précises. Et pour les rénover, il y a une durée, je veux dire, c'est tous les 6 mois, tous les ans, comment ça se passe? Alors, on les étudie pour être sûr qu'il n'y a pas d'évolution négative. Donc, on vérifie la température, l'humidité. Comme vous voyez, il y a des vitres qui permettent de les voir très bien, mais qui permettent aussi d'éviter justement que des gens viennent les toucher. On a des outils pour pouvoir les regarder à distance au mieux. Et puis, bien sûr, on fait attention, ça a été intégralement restauré. Donc ça, c'était vraiment aussi quelque chose de très important pour pouvoir remettre à jour eh bien, tous ces détails, cette finesse de ces chefs-d'œuvre qu'on vous invite à admirer au Palais des Beaux-Arts. Il y a 14 plans reliefs, je l'ai dit au tout début, des plans reliefs du Nord et du Pas-de-Calais, quelques villes voisines belges, Ypres, Namur par exemple, une néerlandaise, Maastricht. Est-ce qu'il y en a d'autres qui existent? Parce qu'on a visité précédemment dans ce reportage la citadelle d'Arras, on était au Quesnoy, ils ne sont pas ici ceux-là. Oui, alors il existe bien plus de plans reliefs. Là, c'est une sélection de 14 plans reliefs qui sont un dépôt permanent du musée des plans reliefs à Paris. Et le musée des plans reliefs à Paris en possède beaucoup d'autres parce qu'effectivement, c'était des outils très importants en termes stratégiques. Et donc, il y a beaucoup de villes qui ont fait l'objet de plans reliefs. On pourrait imaginer un jour que de temps en temps, le plan relief d'Arras, du Quesnoy vienne ici au Palais des Beaux-Arts dans des moments peut-être exceptionnels, particuliers? Alors, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais par contre, on a le musée de Tournai qui présente une réplique de notre plan relief qui est revenu vers nous récemment parce qu'ils veulent mettre à jour leur plan relief. Donc, on a des beaux partenariats aussi avec les nouveaux outils de numérisation en haute définition qui existent. On est donc dans cette salle des plans reliefs qui est magnifique. Là, c'est juste moi qui le pense, mais le public, quels sont les retours? Alors c'est formidable parce que ça parle vraiment au public, c'est-à-dire que les gens déjà sont assez éblouis de voir la précision. C'est vraiment des chefs-d'œuvre remarquables. On voit les petits arbres, on voit les maisons, on reconnaît aussi sa ville. Donc les habitants, ils sont très heureux de voir ce qui a changé, ce qui est nouveau à Lille. Voilà, la motte a disparu, est devenue l'église de la Treille. Et puis pour les publics internationaux, c'est aussi toujours très touchant de voir la ville de Namur, voir
sa propre ville et de la penser dans le temps de cette manière. On espère vous avoir donné envie de venir vous balader autour des fortifications et pourquoi pas sur les fortifications, sur ce patrimoine qui est quand même assez remarquable. Si votre patrimoine est aussi remarquable, eh bien n'hésitez pas à scanner ce QR code, qu'il soit culturel, historique ou même gastronomique. Vous scannez le QR code qui s'affiche à l'instant et puis avec Théodore Anjon, eh bien nous viendrons à votre rencontre pour découvrir ce patrimoine d'exception pour un prochain numéro d'Honore ses trésors. Et en tout cas ici, les plans reliefs, vous pouvez venir les visiter tous les jours de la semaine, sauf le mardi. Absolument. Merci beaucoup Juliette Saint. Merci beaucoup.